Bonjour les triconautes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau sous-côté sur côté. Vous avez adoré ce format, que dis-je vous avez acclamé ce nouveau format. Donc du coup, on va refaire un petit classement sous-côté sur côté. Wouhou et on va voir qui c'est qu'on... comment dire qui c'est où on dit wouh et qui c'est où on dit bouh. Alors, cette fois, j'ai choisi principalement des accessoires de tricot, on va dire. Certains qui sont connus, d'autres beaucoup moins. J'espère t'en faire découvrir. Et on va démarrer par un classique. Et celui-là, c'est le dévidoir. Il est super simple, hein, celui-là. Donc, je l'ai mis en sous-côté. Parce que je reçois encore des personnes qui me disent « Ah, est-ce que ça vaut vraiment le coup, le dévidoir ?» Oui, ça vaut le coup. Si tu tricotes beaucoup des chevaux, oui, ça vaut le coup. Comment dire quand j'ai déménagé, quand je me suis expatriée ici en Roumanie, j'ai eu le malheur de laisser mon dévidoir en France en me disant ah, bah, je ferai gaffe, je prendrai que des pelotes classiques, voilà, je vais pas m'embêter, etc. Et j'ai tenu très peu de temps. J'ai tenu très peu de temps sans dévidoir, en fait, parce que c'est indispensable. Parce que tu l'utilises pas que pour dévider des écheveaux, tu peux l'utiliser aussi, par exemple, pour repelotonner une pelote quand tu détricotes un projet. Trust me, vraiment, ça vraiment, dans ce sens-là, c'est très peu utilisé, mais c'est très très bien. Par exemple, tu détricotes un projet, je sais pas, il te plaît pas, ou il y a une erreur ou quelconque. Et en fait, au lieu de le faire à la main et en faisant comme ça, au lieu de le faire à la main comme un ou une malade, tu peux utiliser le dévidoir, qui le fait extrêmement bien. Donc du coup, d'ailleurs, c'est pour ça la petite manivelle en haut, là, c'est pour ça. Donc ça sert à ça, et c'est très pratique. Pour défaire un projet et remettre en pelote une pelote utilisée, oui, très bien. Très peu utilisé, donc pour moi, sous-côté. Alors, j'ai testé le dévidoir en métal, j'ai testé le dévidoir en bois. Au final, mon amour restera pour le dévidoir en bois. Je vais même dire une petite anecdote. J'ai découvert le dévidoir lors d'un voyage à Londres. Je savais absolument pas qu'est-ce que c'était. Et en fait, je rentre dans une mercerie qui était la mercerie Loop d'ailleurs. Donc je rentre dans cette mercerie et je vois ce dévidoir en bois et je demande mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que j'en avais jamais vu. Et je demande qu'est-ce que c'est et elle me dit oh, that's a Swift. Swift, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, forcément, en rentrant, je suis allée chercher quel était le terme, la traduction française de Swift. Et du coup, je découvre le dévidoir. Et j'ai adoré, quand j'allais du coup à Loop, j'adorais utiliser le dévidoir parce qu'on pouvait dévider les pelotes directement sur place. J'adorais le faire chez Loop parce qu'en plus, il y avait une super ambiance là-bas. La mercerie était vraiment chouette. Non, je crois qu'ils sont toujours en fonction. Donc du coup, est vraiment chouette. Meilleure qu'une mercerie d'ailleurs qui est en plein centre de Londres et qui, je crois, elle a fermé pour le coup. Vraiment très très chouette. Si vous passez par Londres, allez du côté de chez Loop, ils sont très bien. Donc du coup, dévidoir sous-côté, clairement. Accessoire sous-côté. Quand tu commences à tricoter et à faire les choses sérieux dans le tricot, oui, prends un dévidoir et prends un bobinoir aussi. Donc le truc pour mettre en pelote. C'est indispensable. Ce sont deux outils qui pour moi vont l'un avec l'autre. Clairement, je ne comprends même pas pourquoi c'est vendu séparément. Mais bon, il faudrait des kits complets bobinage. Faites des kits. Alors, voilà, c'était pour le dévidoir. Autre accessoire. Alors lui, il est super tendance, on en voit partout, et je dois avouer, je comprends pas la hype, c'est le pins. Alors, je comprends que c'est sympa de mettre des trucs sur les tricots, etc. Ça permet de les décorer un petit peu et tout. Mais en fait, en général, je trouve pas ça dingue. Oui, parfois il y a quelques trucs mignons. Là, par exemple, le petit mouton, il est assez mignon. Mais est-ce que je le porterai moi? Je sais pas, en fait. Je sais même pas si je le porterai.
Je sais pas si je le porterai. Les seuls pins que je porte, enfin pins que je porte, ici en Roumanie, c'est le pour Martișor, parce que c'est une fête locale. C'est traditionnel, c'est une fête traditionnelle locale, donc c'est assez important quand même de suivre certaines traditions. Et ici, le Martișor, je le suis avec les filles. Donc du coup, c'est la célébration du printemps. Je précise un petit peu. C'est la célébration du printemps et généralement, les hommes offrent aux dames des pins, des badges, des colliers, des bracelets avec des fleurs, des flocons de neige, des perce-neige, enfin, des trucs comme ça pour fêter l'arrivée du printemps. On se les offre entre femmes, enfin voilà, c'est vraiment une chouette tradition. Et c'est les seuls moments de l'année où je porte des pins. C'est tout. Donc de moi-même, en fait, je ne porte pas de pins. À part la tradition, je ne le porterai pas. Donc moi, pour moi, c'est surcoté. Je comprends pas trop la hype. Et je comprends pas trop l'intérêt du pins. Parce qu'en plus, vu que c'est en métal, ça a tendance à être trop lourd pour les tricots. Donc ça a tendance à faire bailler le tricot / l'abîmer. Je sais pas. Je suis pas dingue des pins. Voilà. Clairement, c'est surcoté. À mes yeux. Toujours, hein, c'est toujours subjectif. Hein. À mes yeux, c'est surcoté. Si t'es pas d'accord, dis-le en commentaire et explique-moi pourquoi. Alors ensuite, élément suivant, les fils. Alors en ce moment, il y en a beaucoup qui réapparaissent à mon grand dame. C'est sans tout ce qui va être fil foulard. Alors, on m'en a offert des fils foulards. Beaucoup trop. C'est pas ouf. À tricoter, ça se tricote toujours de la même façon. Généralement, ce sont des petites mailles qui ressortent spéciales et il faut les faire passer l'une par-dessus l'autre. C'est pas vraiment du tricot. Enfin, c'est pas... J'aime pas trop ça. Voilà. Bon, en plus, généralement, les tissus utilisés sont pas très agréables à toucher. C'est pas dingo-dingue, hein, voilà. J'aime pas trop. Donc les fils foulard fantasy, j'aime pas trop, c'est surcoté. Arrêtez d'en faire, s'il vous plaît. En plus, généralement, les motifs, je sais pas pourquoi ils font des motifs toujours un peu rococo, un peu vieillot. C'est voilà, bref. C'est pas dingue. Donc du coup, les fils foulard fantasy, arrêtez s'il vous plaît, c'est surcoté. D'ailleurs, si toi t'es pas d'accord, pareil, hein, dis-le moi en commentaire. Si tu adores les fils foulards, dis-le moi en commentaire, je serais très curieuse de te lire. Alors pareil, en ce moment, grosse hype, il y a plein de trucs qui sortent. Grosse hype sur les sacs à projet en cuir tricot. Alors le but c'est de copier, de faire comme si c'était des sacs du quotidien. En tout cas, on te vend ça comme un sac potentiellement du quotidien, en cuir, donc généralement en cuir, c'est généralement, faites toujours gaffe, hein, mais en général c'est du cuir, du vrai cuir. Moi je vois pas l'utilité. Je vois pas l'utilité parce que j'ai déjà mes sacs à main, en fait. J'ai déjà mes sacs à main, j'ai déjà mes sacs à projet, et en fait, bah, mon sac à projet va dans mon sac à main, en fait. Et clairement, j'ai pas, par exemple, mes pelotes au plein milieu avec mon portefeuille au milieu, là. C'est pas possible. Donc, il y a trop de choses dans mon sac à main pour que je puisse faire ça. Quand je transporte un tricot, il y a toujours le tricot dans un sac à projet à part, et le sac à projet qui est dans le sac à main, mais jamais en plein milieu des clés ou de clés de voiture ou de je sais pas quoi. Et en plus, ils sont vachement... je comprends, c'est du cuir, mais bon, c'est super cher. Je sais pas trop. Je suis pas fan, je trouve pas qu'il y ait un intérêt... voilà, c'est pas indispensable. Donc... sac à projet en cuir, c'est surcoté. Voilà. Et je vois pas l'intérêt. C'est oui, regardez, il y a des petites poches pour les marqueurs. Oui, regardez, là, il y a une petite poche pour votre patron. Et puis là, oh, regardez, il y a un petit anneau pour accrocher vos marqueurs. Oui, bah, dans mon sac à projet, il y a aussi tout ça. Voilà. Donc, voilà. Je suis pas fan. J'aime pas trop. Et, enfin, j'aime pas trop.
En soi, le design est joli, hein, je dis pas, mais je vois pas trop l'intérêt. Voilà. Au lieu de j'aime pas trop, je dirais je vois pas trop l'intérêt. Donc, sac à projet en cuir. De toute façon, vous le savez, hein, j'ai que 2 choix. Moi, j'ai surcoté ou sous-côté. Donc, il faut que je sois un peu tranché dans mes avis. Donc, là, surcoté. Voilà. Autre outil que l'on voit beaucoup arriver des États-Unis, qui va arriver de plus en plus dans les années à venir. Préparez-vous en France et en Europe. J'annonce le crochet de remaillage. Alors, aux États-Unis, il apparaît de plus en plus. En France, en Europe, on dirait ouais, mais c'est juste du crochet. Alors, tout l'intérêt du crochet de remaillage, c'est que ce n'est pas un crochet. C'est un crochet avec une pointe d'aiguille au bout. Donc, c'est en ça où c'est un crochet de remaillage et pas une aiguille à tricoter ou un crochet à crocheter. Bah pareil, c'est surcoté à mes yeux. C'est juste l'hybride total entre une aiguille à tricoter et un crochet. J'ai pas de problème à transporter et une aiguille supplémentaire et un crochet. Donc pour moi, je n'ai aucun intérêt à avoir un crochet de remaillage. Je vois pas du tout l'intérêt. Non. J'ai assez de crochets, j'ai assez d'aiguilles, j'ai 3 crochets, je vais dire, j'ai 3 crochets, un très gros, un moyen, un petit, et j'ai plein d'aiguilles à tricoter. Donc du coup, j'ai aucun intérêt à avoir un crochet de remaillage, aucun. Les crochets que j'ai me suffisent amplement. Donc du coup, crochet de remaillage surcoté, à mes yeux. Pareil, si toi par contre tu es folle de cet outil, mais pareil, dis-le moi dans les commentaires et explique-moi pourquoi, qu'est-ce que je ne vois pas. Alors ensuite, alors là aussi, là, pareil, les petits accessoires, les petites broutilles, les petites... non, je peux pas dire ça, c'est un gros mot. Les petites... crocrouilles, voilà, les petites crocrouilles, c'est pour pas dire le gros mot. Les petites crocrouilles là à mettre sur les aiguilles, etc. Je parle pas des marqueurs, je parle bien de ces spirales de support d'aiguille. Alors, quand t'as des aiguilles circulaires, pourquoi faire? Quand t'as des aiguilles droites, je sais pas, j'ai jamais vraiment perdu d'aiguilles droites à proprement parler. Donc j'ai jamais trop compris le besoin de ça. Puis si c'est pour éviter que le tricot parte, bah bouchon de liège. Bouchon d'aiguille. Des bouchons d'aiguille qui sont généralement, parfois, pas tout le temps, mais parfois fournis par les marques quand t'achètes des kits. Je suis pas convaincue pareil. Voilà. Donc pas convaincue des masses par les spirales support d'aiguille. Je suis pas... Le côté, oui, mais vous pouvez les garder ensemble. Ouais, mais je m'en fous, c'est en aiguille circulaire, donc je mets le tricot au fond et ça part jamais. Oui, mais ça te permet de pas perdre ton aiguille. Oui, mais déjà, je m'en fous parce que je tricote avec des aiguilles circulaires, donc je risque pas de perdre mon aiguille qui est reliée à l'autre par un câble, mais si je tricotais encore avec des aiguilles droites, ben, j'ai quasiment jamais perdu d'aiguille, donc je vois pas trop l'intérêt non plus. Donc, paf, je trouve un peu, voilà, un peu surcoté, voilà. Je vois pas trop l'intérêt non plus de cet accessoire. Élément suivant, le 9 à repriser. Ça, c'est sous-côté, à mes yeux. Alors, c'est sous-côté, on n'en entend pas beaucoup parler. Bah, déjà parce qu'on n'entend pas beaucoup parler du fait de repriser ses chaussettes. C'est pas quelque chose qui sort des masses. Alors, l'œuf à repriser, c'est sous-côté parce que c'est utile si tu veux réparer des talons de chaussettes qui sont un peu usés. Ça, c'est le meilleur. Je trouve que c'est l'un des meilleurs outils. Alors, il y a pareil, dans le même style, tu as le champignon à repriser. C'est la même classe, hein, pour moi. C'est le même système. Ça permet de bien réparer les chaussettes, en fait, de bien étirer le tissu, le tricot. Je dis tissu, mais parce que de toute façon, tous les tissus sont des mailles. Hein, je sais pas pour... Enfin, bref. Ça permet de bien étirer ton tricot et en fait, de voir les mailles qu'il va falloir reprendre et de bien faire un patch bien propre. Moi, j'aime bien l'utiliser parce que ça me permet de bien étirer le fil et de pas essayer de bidouiller quelque chose en mettant la chaussette dans ma main et en même temps de réparer avec la main sur la chaussette. Enfin, c'est pas pratique. Donc du coup, l'œuf à repriser est très pratique pour ça. Le champignon à repriser, c'est le même système, sauf que c'est sous forme de champignon, c'est très bien aussi. Moi, je trouve que tout ce qui est outils à repriser,
pour le coup, n'est pas assez vu et n'est pas assez discuté. Ce qui est marrant, c'est que le tricot, parfois, je trouve, peut pâtir de cette surconsommation. Là, par exemple, là, les outils, on a vu quelques outils là, qui n'étaient pas vraiment utiles. Et je trouve que c'est dommage que le tricot, parfois, tombe en fait dans l'extrême qu'il essaie d'éviter, qui est la surconsommation. Et c'est dommage. Par exemple, la dernière fois, on parlait des bloqueurs de chaussettes. Bah, pour moi, je vois pas l'utilité non plus. On cherche juste à te pousser quelque chose alors que c'est pas vraiment utile. L'œuf à repriser sert au contraire à garder plus longtemps tes chaussettes et c'est jamais ou quasiment jamais poussé ou jamais discuté. J'ai jamais vu une personne parler de l'œuf à repriser. J'ai quasiment jamais vu de vidéo sur comment repriser ses tricots. J'en ai fait une, mais j'en ai jamais vu, quasiment pas. Donc du coup, c'est dommage. Et je pense que le tricot devrait au contraire essayer d'appliquer justement ce principe de slow fashion qu'il essaie d'avoir pour combattre la surconsommation et la surconsommation, mais aussi la fast fashion. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. Voilà, donc ça c'est pour notre non-œuf à repriser. Très bien, hein, en bois, généralement ils sont très bien, pas la peine de mettre des 100 et des 1000. Hein. Là, celui-là, le prime, il est très bien. Moi, j'ai récupéré un œuf en bois de jeu des filles, donc il est très bien aussi, il fait très bien l'affaire. Donc vraiment très très bon. Ensuite, alors ça, on me pose beaucoup la question. Je sais pas trop pourquoi, mais du coup, ça me semblait important de l'aborder. La lampe de cou. Alors, j'ai testé des lampes de cou, une ou deux. Je sais plus les marques, des marques inconnues, mais juste des lampes de cou classiques. Ça appuyé sur le bouton et chlouc chlouc, voilà. Alors moi, j'ai pas aimé, parce que j'aime pas la sensation de porter quelque chose sur le cou. J'aime pas ça. J'ai pas aimé cette sensation de poids qui me... Voilà, comme ça, sur le cou, j'ai pas aimé. Qui me pesait sur le cou, j'ai pas aimé. Je tricote pas pour être dans une position qui me semble désagréable. Or, c'était le cas. Donc, j'ai pas aimé cette expérience-là. Et pour le reste, en fait, si t'as besoin de plus de lumière... Alors, le truc, c'est on te vend ça généralement pour dire « Oui, mais vous pouvez tricoter comme ça avec votre compagnon ou votre partenaire à côté pendant qu'il dort sans le réveiller. » Bah, je sais pas, t'as besoin de tricoter, tricote au salon, à côté d'une lampe, et le partenaire va faire dodo. Ça m'est arrivé plein de fois, hein. Donc, je comprends pas trop l'utilité, en fait. À part utiliser un gadget, je vois pas trop l'utilité. Alors pareil, le fait de dire, oui, mais moi, par exemple, je sais pas, je vois pas bien, j'ai besoin de beaucoup de lumière, etc. Mais les lampes, il y en a plein, il y en a beaucoup de lampes en fait qui existent, des petites lampes de chevet ou des lampes LED même si tu as besoin de voir quelque chose d'un peu plus clair, des lampes LED qui fonctionnent très bien, qui sont déjà vont pas peser sur ton cou, donc qui vont pas te pousser à avoir une mauvaise posture. Donc du coup des problèmes de cou, donc du coup des problèmes de dos, donc du coup potentiellement des problèmes pour tricoter, blablabla, voilà, t'as compris. Et en plus, je sais pas... Non, je vois pas l'utilité en fait. Donc surcoté pour moi, je vois pas l'utilité des lampes de cou, il n'y a pas d'intérêt particulier. Si tu as besoin de plus de lumière, mets-toi près d'une fenêtre ou prends une lampe LED. Mais je vois pas l'intérêt de ça. Clairement pas. Et des lampes de bureau, par exemple. Vous pouvez parce que le truc qui fonctionne bien, c'est une lampe de bureau avec une lampe LED. Vous mettez ça sur la table du salon, si vraiment vous avez envie, et vous tricotez comme ça. Ou vous mettez ça à côté de vous pendant que vous tricotez sur le fauteuil, la lampe de bureau dirigée directement sur vous comme un spot, et voilà, et ça vous fait une lampe pas chère, qui pèse pas sur votre cou, et qui illuminera très bien. Et si c'est pour tricoter à côté de votre partenaire la nuit dans le lit, il y a deux solutions. Soit tricoter du coup dans le salon et se dire je retournerai, j'irai dormir en fait après, quand j'aurai fini mon rang.
Soit je souris parce que parfois cela n'arrive jamais. Soit du coup, bah en fait apprendre à tricoter dans le noir aussi, c'est une autre possibilité. Bah pourquoi pas. Donc du coup non, surcoté pour moi, ce que j'aime le moins, c'est vraiment que ça va peser légèrement sur ton cou. Alors c'est pas lourd, hein, mais en fait la moindre petite pression peut avoir un impact quand même sur ta posture. Si, même si, tu sais, on dit souvent, un bon exemple de ça, je trouve, une bonne illustration de pourquoi, en fait, sur la longueur, c'est mauvais. Une goutte d'eau qui tombe sur une roche, ça n'a pas d'impact. On est d'accord, ça n'a aucun impact. Une goutte d'eau qui tombe sur un caillou, ça n'a pas d'impact. Par contre, une goutte d'eau qui tombe au même endroit, sur un caillou pendant des années, des années, des années, des années, des années, mais ça va faire un trou. Je dis pas que ça va faire un trou, la lampe de cou, hein, ça veut pas dire ce que j'ai pas dit. Mais par contre, je dis que ça peut avoir un impact sur ta posture au final. Et en fait, ça va te mettre dans une posture comme ça. Voilà, tu vas avoir en fait un léger poids qui va toujours peser sur ton cou, toujours au même endroit, pendant des heures et des heures et des heures. Et ça, c'est pas bon. Pour moi. Voilà. Donc après, tu fais ce que tu veux. Si vraiment t'adores la lampe de cou, bah, pareil, dis-le moi dans les commentaires. Mais moi, pour moi, la meilleure métaphore que je puisse donner, c'est cette idée de roche et de goutte d'eau sur la roche. C'est limpide, si j'ose dire. Donc ça, c'est pour la lampe de cou. Ensuite, autre accessoire, le Chordsmith. Alors, le Chordsmith, c'est un outil, en gros, e-cord, qui permet de faire des e-cords partout, en gros. C'est pour faire des finitions e-cord plus facilement. En soi, l'idée est bonne, why not, pourquoi pas. Mais en fait, en soi, j'ai un... Comment dire? J'ai pas tant de... J'ai beaucoup tricoté des modèles qui n'étaient pas à moi avant de designer mes modèles. Et en fait, même en faisant ça, il n'y a pas tant de modèles que ça qui ont des finitions en e-cord. Tu vas l'utiliser par exemple sur une couverture pour finir une couverture, admettons. Là, ça va être utile. Parce qu'il y a beaucoup. Parce qu'il y a une grosse quantité. Pourquoi pas? Même si j'aime pas le système de crochet et tout ça, ça me semble compliqué pour rien, mais là, pareil, c'est assez subjectif. Je sais pas, je suis pas convaincue des masses. Je vais aussi rapidement en tricotant une corde en appliqué avec des aiguilles double pointe, je pense. Donc, je suis pas convaincue des masses par l'outil en lui-même. Voilà. Je pense que c'est un peu surcoté. Beaucoup. Peut-être parce qu'il y a une hype autour, peut-être parce qu'il y a le côté regardez, on a un nouvel accessoire en tricot. Je suis pas, voilà, je suis pas fan. Voilà. J'aime pas trop. Donc surcoté. Par contre, un outil dont on n'entend plus parler bizarrement depuis que le Chordsmith est arrivé, c'est le tricotin mécanique. Et lui, il est sous-coté. T'as envie de faire des kilomètres et des kilomètres d'e-cord? Mais fais du tricotin mécanique. Et tu pourras le mettre en appliqué si t'as envie. Enfin, en appliqué. Tu pourras la coudre directement si t'as envie. Tu pourras faire ton e-cord et puis commencer à tricoter directement sur ton e-cord pour faire un montage e-cord. Alors là, je comprends que le côté du Chordsmith, la valeur, entre guillemets, du Chordsmith, c'est le fait de dire, ouais, mais tu peux rabattre les mailles en e-cord facilement, ou tu peux faire une e-cord en appliqué plus facilement. C'est surtout ça le côté différenciant du Chordsmith, contrairement au tricotin mécanique qui ne permet pas ça. Je l'admets. Mais en fait, j'ai pas de problème à faire un rabattage e-cord. J'ai pas de souci avec ça et j'ai pas trop d'intérêt en fait à l'utiliser parce que je sais pas, je vois pas trop l'intérêt. Je vois pas trop l'intérêt d'utiliser un outil à part pour faire le Chordsmith alors qu'on peut très bien le faire avec les aiguilles à tricoter et je pense pas que ça soit forcément plus rapide. Mais là, j'ai vu le système avec les crochets et tout, ça m'a l'air un peu... Ça m'a pas l'air très fluide non plus. Donc du coup, voilà. Donc le tricotin mécanique sous-côté. Au détriment du coup... qui est devenu sous-côté au détriment du Chordsmith qui, lui, a le vent en poupe, si j'ose dire. Donc non, le Chordsmith, pas fan. Par contre, le tricotin mécanique,
en manque. Voilà, clairement, c'est dommage. Alors ensuite, la brosse mohair. Alors pareil, elle aussi, elle a une poussée, on va dire. Faut dire qu'avec l'augmentation du mohair tricoté en double fil avec de la fingering, forcément, elle est arrivée. Problème principal étant qu'au bout d'un certain temps, le mohair, il s'aplatit un peu. Et il perd un peu de son halo, de son côté mousseux. Donc comment faire pour redonner un côté mousseux à des tricots qui ont perdu leur côté mousseux? Est-ce que j'utilise une brosse? Non. C'est pas utile. Par contre, ce que je fais, c'est que j'utilise en fait mes deux mains, je prends le tricot et je l'ébroue. Et en l'ébrouant, comme un chien le ferait pour enlever l'eau quand on l'a lavé, bah, étrangement, il reprend son halo très bien. J'ai pas besoin de brosse. Et j'ai déjà fait avec la brosse, j'ai trouvé que je perdais plus de poils qu'autre chose. Donc la brosse sur côté. Sur côté, je vois pas l'intérêt, alors que en ébrouant le tricot, en le secouant un petit peu sec, en le secouant sec un petit peu. Quand je dis secouer, c'est pas le frotter comme ça, hein, c'est genre voilà, l'ébrouer comme ça. Ça lui redonne un peu de un petit peu de peps. Les poils se revivent un petit peu. Donc du coup, brosse mohair, pas d'intérêt selon moi. Sur côté. Autre accessoire, celui-là, je suis quasi sûre que tu l'as jamais vu, mais il arrive des États-Unis, il arrive... Peut-être qu'il arrivera d'ici quelques années en Europe, France, le temps qu'il se fasse un peu plus connaître. Peut-être que c'est moi qui vais le pousser aujourd'hui. J'ai nommé le pop-up dryer. Alors, le pop-up dryer... comment expliquer ça? En fait, la problématique quand tu bloques un tricot, qui est un peu épais en plus, c'est que ça a tendance à avoir du mal à sécher dans le dos parce qu'il n'y a pas d'aération, parce que ton tricot est posé directement sur la plaque et du coup, comme il est posé sur la plaque, il respire moins. Voilà. Du coup, le pop-up dryer, la promesse, c'est en gros, ça respire de partout parce que ça se voit pas, mais le tissu du pop-up dryer, c'est un tissu alvéole. C'est la promesse, c'est en gros, ça respire mieux. Donc comme l'air passe partout, ça sèche plus vite et ça se bloque plus vite. Ok. Pourquoi pas? Je suis quand même pas convaincue. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une solution qui est extrêmement simple au problème de « oui, mais mon tricot, il met des jours à sécher ». Ben, c'est de 1. Retirer déjà la serviette avec laquelle tu l'as bloqué. Donc si tu as bloqué ton tricot avec une serviette dessous sur des plaques, forcément, ça va pas beaucoup respirer, pas assez. Donc en fait, il va rester dans son jus d'eau et il va mettre 50 ans à sécher. Si vraiment tu veux le faire sécher sur une serviette, change la serviette régulièrement. Tu la fais sécher, tu la remets dessous, etc. Donc, ça va l'aider à sécher un petit peu plus pour absorber l'eau. Mais si tu laisses la serviette et tu la laisses la serviette mouillée, mais en fait, il va falloir attendre que la serviette sèche. Et quand la serviette sera sèche, elle va absorber à nouveau l'eau du pull. Enfin, voilà. Donc, il faut changer les serviettes si on utilise des serviettes. Et si on utilise des plaques directement, eh bien, en fait, il va falloir faire tourner les plaques. Alors, j'explique. Il va falloir tourner le tricot et faire tourner les plaques. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'explique. Si tu... Petit tic de langage, là. Si tu bloques ton tricot une première fois, tu le laisses sur tes plaques, il est un peu humide encore. J'ai pas dit mouillé. Ton tricot, quand tu le bloques, il est censé être légèrement humide. Il est légèrement humide. Tu le bloques sur tes plaques. Tu attends, tu te rends compte que ça sèche pas. Pour une raison X ou Y. Si en plus le temps est humide, ça met encore plus de temps à sécher. Par exemple, le pire, c'est le dessus est sec, mais pas le dessous. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Le meilleur à faire, en fait, c'est enlever le tricot, le retourner, changer les plaques, parce qu'en fait, les plaques, elles seront humides,
Donc du coup, les plaques que tu auras utilisées auparavant seront humides. Donc du coup, il faut changer et mettre des plaques sèches. Donc tu mets des plaques sèches, tu laisses sécher tes autres plaques humides. Et légèrement humide. En touchant, tu le sens que c'est légèrement humide. Pas beaucoup, mais légèrement. Donc du coup, tu laisses sécher tes plaques humides. Tu mets des nouvelles plaques sèches et tu tournes le tricot. Comme tu le ferais, par exemple, pour un... Je sais pas s'il y en a qui l'ont des... Alors, des tancarvilles, des étendoirs. Il y a plein de façons de le dire. Moi, je dis tancarville. Donc, des tancarvilles, des étendoirs où vous mettez les t-shirts. Et en fait, vous avez le devant du t-shirt qui sèche et pas le dos. Bah, pareil, tu retournes le t-shirt. Et c'est pareil en tricot. Tu vas retourner le tricot pour le faire sécher plus facilement parce qu'en fait, il va sécher sur le dessus et pas sur le dos. Donc du coup, bah, pareil, tu vas faire la même chose et tu vas retourner ton tricot pour l'aider à sécher plus rapidement. Donc voilà. Donc le pop-up dryer, gadget, surcoté, pas vraiment l'utilité. Le côté alvéolé, voilà, le côté alvéolé, je suis pas convaincue non plus. Le côté oui, mais c'est pas, ça prend pas beaucoup de place, gna gna gna. Bah ça prend, je suis désolée, hein, mais à mon avis, ça doit prendre quasiment autant de place que des plaques. Hein, donc si quasiment autant de place, je pense. D'ailleurs, la moitié de la manche là est sur le sol. Bref, pas convaincu, surcoté. Alors, un élément par contre qui est sous-coté et qu'on ne discute pas lorsqu'on fait du blocage, c'est le type de serviette que tu vas utiliser. Alors oui, peut-être que là, je commence à rentrer dans les détails vraiment comme ça, mais il y a quelques temps, j'ai eu une idée, en fait, en bloquant un ouvrage, je me suis dit, mais bête, je devrais trop utiliser des serviettes microfibres. Pourquoi j'utilise pas ça pour enlever l'excès d'eau? La serviette microfibre, en fait, c'est... donc, je l'ai mis en sous-côté. C'est une serviette que tu prends généralement dans un magasin de sport. Pas citer de marque. Tu vas le prendre généralement pour aller à la piscine ou parfois à la plage. Et la promesse, c'est en gros, c'est des serviettes qui sont hyper absorbantes. Et du coup, quand tu les remets dans ton sac, c'est pas mouillé. Bah voilà. La promesse de la serviette, c'est que ça soit sec. Rapidement sec. Donc, que ça sèche rapidement. Est-ce que c'est pas ce qu'on cherche quand on veut bloquer un tricot? Et là, c'est par rapport au pop-up dryer là qu'on a vu tout à l'heure. En plus, c'est assez accessible en général. C'est pas cher. Vous avez des bonnes grandeurs, des trucs généralement qui sont assez généreux en termes de taille. Et c'est maintenant, ils ont mis en plus un système de bande et tout qui est super pour pouvoir les ranger facilement. Moi, j'aime bien. Et c'est sous-coté. C'est-à-dire que c'est accessible. C'est tout ce que j'aime, c'est accessible, c'est facile à entretenir et c'est utile. Donc du coup, la serviette absorbante microfibre, oui. Et sous-coté. Clairement sous-coté. Je l'ai testé du coup sur quelques derniers ouvrages et ça marche bien. Donc la serviette sous-côté. La serviette microfibre est sous-côté. Pas la serviette... parce qu'on a tous des serviettes en fait classiques normales. Je sais même pas, les serviettes bouclées, là, les serviettes un peu bouclées comme ça, on en a toutes et tous, je pense, chez nous. Mais la serviette microfibre, on n'en a pas tout le temps sous la main, alors que c'est super pratique. Donc du coup, serviette microfibre, oui. Autre élément qui est sous-coté à mes yeux, j'ai nommé l'enfile-aiguille. Alors, il y a quelque temps, j'ai une triconaute qui m'a écrit, qui me dit je comprends pas JNL, je veux faire les coutures pour un projet, j'ai une aiguille à laine, mais le fil est trop épais pour mettre dans le chat de l'aiguille, même s'il est plus large, parce que c'est une aiguille à tapisserie. Comment je fais? Au début, j'ai pas eu trop de réponses et j'allais lui répondre en fait qu'il faut simplement diviser le fil ou prendre un fil de couleur similaire. Puis en fait, entre-temps, j'ai tourné une vidéo sur le tricot perlé où on utilise un enfile-aiguille et je me suis dit, mais Eureka, c'est ça qu'il faut. En fait, l'enfile-aiguille peut être super utile pour t'aider justement à mettre la laine dans une aiguille à laine. Parce que c'est souvent difficile, tu vas mouiller comme ça.
Tu vas mouiller une fois, deux fois, trois fois, et puis tu vas pas arriver, ça va se diviser, ça va se fendre, ça va être l'enfer. Alors que l'enfil-aiguille, tu le passes à travers, tu mets le fil dans ton enfil-aiguille, shoot, tu passes tout, et en 30 secondes, c'est plié. Donc l'enfil-aiguille, très bien, c'est pas cher, c'est très pratique, ça se met dans tous les sacs à projet possibles et inimaginables. Donc pour moi, l'enfil-aiguille, très bien. Et pas assez discuté. Enfin, dernier élément qui est, à mes yeux, sous-coté, l'arrête-maille. La dernière fois, on avait parlé des Scooby-Doo, des câbles d'arrêt de maille. Bah, ça, pour moi, c'est sous-coté. Là, les arrêts de maille, les vrais arrêts de maille sont sous-cotés. On n'en discute pas trop. Alors que c'est toujours pratique d'en avoir. Moi, j'en utilise toujours régulièrement pour faire, par exemple, je fais un échantillon, je m'arrête en plein milieu, ou je fais un échantillon et je sais pas... Je sais que je vais faire une action dessus que je vais filmer plus tard. Je le mets en attente sur des arrêts de maille et ça bouge pas. C'est très bien, ça fait très bien son taf. Ça permet de ne pas utiliser une aiguille circulaire pour rien parce que comme ça, voilà, on a toujours besoin des aiguilles circulaires. Les arrêts de maille, on en a besoin aussi, mais on va pas les utiliser pour tricoter. Donc du coup, c'est très bien l'arrêt de maille. Pour mettre en attente aussi, pour mettre en attente des mailles d'aisselle, je l'utilise aussi. J'ai pas de souci avec ça et je trouve ça au contraire très bien. C'est très bien, c'est solide, c'est pas cher, donc c'est très bien. Arrêt de maille, sous-coté. Eh bien écoute, je pense qu'on a terminé l'ensemble. Il y avait pas mal, il y avait pas mal à voir. J'espère que cette nouvelle version du sous-coté, sur-coté t'a plu. Comme d'habitude, si tu as des éléments sur lesquels tu es d'accord ou pas d'accord, dis-le moi en commentaire, je serai très curieuse de ça. Et puis, si tu as des idées pour de prochains sous-cotés, sur-cotés, pareil, dis-moi en commentaire quelles seraient tes idées, quels accessoires ou quelles techniques tu voudrais que j'aborde durant les prochains sous-cotés, sur-cotés. Eh bien écoute, je te fais plein de bisous. Pense à mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao!